Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter un update lecture consacré à l'épreuve des stratèges du tournoi des élites du PLIB 2020. Pour un rappel des règles de cette épreuve, de ce tournoi, de ce prix littéraire, je vous renvoie à ma vidéo que je vais mettre ici, de présentation de cette épreuve et du PLIB en général. Là, je vais simplement vous parler des 3 romans que j'ai lus dans le cadre de ce challenge. Je suis plutôt contente de moi, même si j'aurais préféré lire beaucoup plus. L'épreuve des stratèges se déroulait sur 2 semaines du... Je me souviens plus de la date de début. Du 16 décembre au 29 décembre. Aujourd'hui, on est le 31 et donc j'ai pu terminer un menu. Je suis très contente de l'avoir terminé parce que franchement, c'était pas gagné. J'aurais aimé terminer les 4, mais c'était juste impossible en fait. La première semaine, j'ai travaillé, tout simplement, donc j'ai pas pu lire beaucoup, même quasiment pas du tout. Franchement, j'aurais pu lire le soir en rentrant à la maison, mais j'ai été distraite par d'autres choses, tout simplement. Et puis, la deuxième semaine, j'étais en congé, mais je suis chez mes parents, comme vous pouvez le constater au décor. Et voilà, tout simplement, j'ai préféré profiter de ma famille que lire. Et puis, les rares moments où j'ai pu lire, j'étais constamment interrompue par X ou Y qui venaient me poser des questions. Ou, voilà, où on allait en vadrouille à droite, à gauche. Donc, j'ai préféré ça que lire, je vous avoue, même si vous savez que lire, c'est un peu ma vie. Voilà. La famille, c'est plus important que tout pour moi. Donc, bon. Je suis quand même ravie d'avoir pu clôturer un menu et du coup, je rapporte 5 points à mon équipe des mages puisque un menu complet rapporte 5 points et je rapporte également 3 points supplémentaires pour mes lectures sélectionnées du PLIB puisque les 3 titres que j'ai lus pour compléter ce menu sont 3 titres sélectionnés pour le PLIB 2020. Ça a l'air un peu brouillon comme ça, même moi je suis un peu brouillon quand je parle. Je sais pas ce qui m'arrive ces derniers temps, là je mâche mes mots, je bafouille très souvent, donc je suis désolée, ça doit être agaçant pour vous, au moins autant que ça l'est pour moi je pense, donc je m'excuse parce que je sais à quel point c'est agaçant. Le menu que j'ai réussi à compléter, c'est le menu authentique, le premier menu en fait, tout simplement. Il est composé de 5 critères qui sont « Il était une fois »,« Noël mécanique »,« Petit meurtre en famille »,« Retour en arrière » et « C'est la fin ». Alors, pour compléter ces 5 critères, comme je vous l'ai dit, j'ai lu 3 romans et je n'aurais pas pu en lire moins, je pense. Enfin, je pense qu'il y avait moyen d'en lire moins, c'est sûr, mais pas forcément avec les sélectionnés du PLIB. Là, j'ai lu 3 sélectionnés du PLIB, je suis vraiment très contente du coup parce que ça me permet aussi de savoir un petit peu, de connaître un peu le contenu de ces ouvrages tout simplement et de pouvoir affiner ma sélection pour les 5 finalistes que je devrais choisir d'ici, je crois, le mois de février, il me semble. Voilà, donc je suis vraiment quand même contente d'avoir lu ces 3 titres-là. Alors, pour Il était une fois, le roman se déroule dans un contexte historique et pour C'est la fin, le personnage de la faucheuse est présent dans l'histoire. Le titre que j'ai sélectionné pour compléter ces 2 critères, vous le connaissez déjà si vous avez vu ma vidéo de présentation, parce que j'ai gardé les mêmes titres, je n'ai pas changé au dernier moment. J'ai lu Je suis fille de rage de Jean-Laurent Del Socorro et je crois que c'est chez Actu SF. J'ai dû acheter la version numérique de ce titre parce que il ne faisait pas partie des livres numériques offerts par les maisons d'édition pour les membres du jury du PLIB 2020 et parce que je suis allée dans toutes les librairies à côté de chez moi et que je ne l'ai pas trouvé en version papier non plus. Je suis très déçue parce que c'était un roman vraiment génial et je pense que si je l'avais eu en version papier, je l'aurais gardé. Maintenant, je sais pas si je vais l'acheter. Je pense que je vais quand même l'acheter parce que c'était un coup de cœur en fait ce roman. Je suis fille de rage, ça se passe pendant la guerre de sécession aux États-Unis, donc entre 1861 et 1865. J'espère que je dis pas de bêtises, mais je crois que c'est ça. On a affaire à Abraham Lincoln qui est dans son bureau de président et qui est face à la mort. Donc la faucheuse est bien présente dans l'histoire et ça se passe pendant la guerre de sécession, donc c'est bien une période historique importante. Donc je remplis bien mes 2 critères et j'ai réussi à lire ces 856 pages, je crois. La version numérique faisait 856 pages. Et c'était génial et je l'ai presque bouffé le roman en fait. En moins de 2 jours je pense que je l'avais lu. Si on met mes heures de lecture bout à bout bien sûr.
Sachant que en plus pendant cette lecture j'ai été malade comme un chien, il y a une journée où je suis restée au lit parce que j'étais malade, mais laissez tomber, j'ai jamais été aussi malade de ma vie, c'était impressionnant, mais maintenant ça va mieux. Bref, c'était génial, j'ai adoré les personnages. Alors ça m'a fait étrange un petit peu parce que quand j'ai commencé à regarder mon système de notation pour savoir quelle note j'allais lui donner, en fait, tout simplement sur Goodreads et sur Livre Addict, puisque sur Livre Addict, on met une note sur 20 et sur Goodreads, on met des notes sur 5 étoiles. Je me suis dit, ouais, je mettrais bien quand même la note maximale, mais c'est quand même bizarre de noter, de mettre la note maximale, alors que c'est quand même un truc qui est franchement pas drôle, quoi. Enfin, la guerre de sécession, il y a eu des morts quand même, enfin, c'est un truc un peu grave, quoi. Un peu grave, hein, on est d'accord. Mais finalement, si, parce que mon système de notation, je vous en parlerai, je vous ferai peut-être une vidéo dédiée prochainement. Ce sera une vidéo très très courte, mais je peux vous en parler rapidement là. J'ai 6 critères, 6 critères de notation. Je note les personnages, je note l'histoire en général, je note la fin, parce que pour moi c'est hyper important, la fin, comment ça se termine. Je note le style de l'auteur, si c'est dans sa langue. Si je lis en VO, je note le style de l'auteur. Si je lis un auteur francophone qui écrit en français, je note le style de l'auteur. Mais si je lis une traduction, je ne note pas le style de l'auteur. Donc ça me fait que 5 critères. Je note le plaisir que j'ai éprouvé à la lecture en général. Et je note l'ambiance générale. Donc les personnages, je leur ai mis la note maximale en fait. Sur 10, j'ai mis 10. Parce qu'ils étaient tous géniaux. Alors il y en a, ils étaient insupportables, j'avais envie de les claquer. Et alors, autant des personnages qui étaient dans l'Union, donc des gentils, autant des personnages qui étaient chez les Confédérés, hein, donc les méchants, entre guillemets. Dans les deux camps, il y en avait, j'avais envie de les secouer. Hein, mais c'était bien fait. Si je les détestais, c'est qu'ils étaient bien décrits. Ils sont fidèles à l'image qu'ils donnent dans les documents officiels. Et ça, c'est ce que j'ai trouvé vraiment exceptionnel dans l'ambiance et dans l'histoire en général. C'est aussi pour ça que j'ai mis la note maximale partout. Hein. Vous allez voir sur Livre Addict, j'ai mis 20. Vous allez voir sur Goodreads, j'ai mis 5 étoiles. C'était un énorme coup de cœur ce roman et je m'en suis rendu compte un peu après la lecture, pas à la toute fin, dès que je l'ai terminé. Et ça a quand même dû décanter un petit peu. Jean-Laurent Del Socorro, il a ce talent pour lier les faits réels historiques à une version un peu romancée. Et dans Je suis fille de rage, il y a ceci d'extraordinaire que non seulement on a l'histoire de l'auteur qui est basée sur l'histoire avec un grand H, donc qui est en fait une succession de faits réels romancés. Donc, je pense qu'il a inventé peut-être un ou deux personnages, notamment des soldats anonymes, on va dire. Et puis tout ce qui est personnage officiel, le général Grant, Lincoln, tout ça bien sûr c'est des personnages, c'est des personnes, des gens qui ont réellement existé, mais pour lesquels l'auteur a ajouté une petite part de son invention, tout simplement. Il leur a donné une âme en fait à ces personnages qui en ont déjà une, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il a vraiment mis un petit peu de sa patte dans les personnages. Et ceci est couplé avec des documents officiels traduits par l'auteur, inclus dans le roman. Ce qui fait que dans un même chapitre, on a le personnage qui s'exprime, le général Grant par exemple, s'exprime. Il parle, il raconte un petit peu ce qui se passe autour de lui. Donc ça, c'est l'auteur qui imagine un petit peu ce que peut ressentir le général à ce moment-là. Et dans le chapitre, on a un document officiel, une lettre du général Grant adressée à Lincoln, adressée à un autre général d'une armée voisine. Un vrai document qui a réellement été écrit par le général Grant et qui est traduit par l'auteur et qui est inclus dans le roman. Et à aucun moment on a une cassure entre le style du personnage et le style de l'auteur qui écrit ce personnage. J'espère que c'est clair. C'était fantastique. Tout est extrêmement bien découpé. Le livre-objet est sublime. Je suis vraiment triste de ne pas l'avoir sous la main pour vous le montrer. Mais c'est une grosse pavasse en hardback. Il est sublime. L'objet est sublime. L'histoire est sublime. C'est vraiment bien découpé. Chaque chapitre, on alterne de points de vue. On passe parfois plusieurs chapitres avec des personnages de l'Union. Puis on passe aux Confédérés. Parfois, ça s'alterne. Une fois les Confédérés, une fois l'Union.
C'était génial. On a vraiment tous les points de vue. On constate que y a des gentils dans les deux camps, il y a des méchants dans les deux camps. Gentils, méchants, je mets des grosses guillemets, hein, parce que c'est vraiment le truc un peu manichéen, mais voilà, c'est extraordinaire. On sait comment ça se termine, bien sûr, puisque c'est basé sur des faits réels. Donc l'auteur ne va pas inventer une fin alternative à la guerre de sécession. On sait comment elle se termine, on sait qui remporte cette guerre. Bien que vu le nombre de morts, je suis pas sûre qu'on puisse vraiment parler de victoire, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. C'était génial, voilà, c'était vraiment extraordinaire et je pense, je suis même sûre que Je suis fille de rage fera partie des 5 titres que je vais sélectionner pour faire partie des finalistes parce que c'était vraiment génial. J'ai pris une grosse claque avec Je suis fille de rage et je vous invite vraiment à le découvrir. Ne soyez pas effrayés par ces presque 1000 pages, ça se lit extrêmement vite. Le fait que ce soit entrecoupé de documents officiels, ça prend de la place. C'est pour ça que le bouquin est tellement énorme. Mais en fait, le texte est... voilà, c'était génial. Franchement, c'était génial. Je vous le recommande de tout cœur. Alors, pour Noël mécanique, je devais lire un roman steampunk. Et pour Petit meurtre en famille, je devais lire une enquête dans un roman de SFFF. J'ai lu Cendre de Johanna Marine aux éditions Snag. Je l'ai lu en version numérique puisqu'il faisait partie des e-books offerts par les maisons d'édition pour les membres du jury du PLIB. Et alors là, grosse déception. Je suis désolée, ça arrive parfois, hein, mais en plus, je venais de finir Je suis fille de rage. Je vous les présente pas dans l'ordre dans lequel je les ai lus, je vous les présente dans l'ordre dans lequel j'ai rempli le menu en fait, puisque j'ai commencé par le dernier dont je vais vous parler, donc c'est pas très grave. Je n'ai pas aimé du tout Cendre, en fait. Je trouve que l'histoire avait un énorme potentiel, ça aurait pu être génial. On va rencontrer une jeune femme qui vit dans les quartiers populaires de Londres, pas dans les bas quartiers, pas dans la bourgeoisie, mais dans les quartiers populaires de Londres, avec sa maman qui est très malade et sa sœur. Et elles sont au bord de la faillite et leur maman est tellement malade qu'elle va devoir choisir, prendre un emploi. Et elle va se retrouver embauchée par une famille très riche de bijoutiers, de diamantaires carrément, pour devenir leur nouvelle parurière. Donc parader aux soirées avec les parures et faire en sorte que les gens aient envie d'acheter ce qu'elles portent. À côté de ça, on a un personnage qui lui vit avec sa sœur des rues, on va dire. Ils sont pas vraiment frères et sœurs, ils sont pas du tout en couple, hein. Ils se considèrent vraiment comme frères et sœurs, ils sont tous les deux des enfants des rues et ils vivent ensemble. Lui, il est allumeur de réverbères et elle, c'est une voleuse, tout simplement. Et voilà, ils essayent de s'en sortir un petit peu comme ils peuvent. Et on a encore à côté de ça une série de meurtres qui vraisemblablement sont perpétrés par Jack l'Éventreur, même si c'est jamais dit dans l'histoire. Et on a encore à côté de ça une série de disparitions. Il y a je crois 6 ou 7 jeunes filles qui ont disparu et on ne sait pas comment, ni pourquoi, ni par qui elles ont été enlevées, ni si elles sont encore en vie. Ça se passe donc comme je l'ai dit à Londres, dans un Londres steampunk. On est dans les années 1888, 80, un peu avant 1890 je dirais. Le côté steampunk, on le voit finalement très peu. Je trouve que c'est sous-exploité alors que ça aurait pu être... Enfin, je veux dire, rien que le titre Cendre, quand on arrive à la fin du roman et qu'on comprend pourquoi le titre s'appelle Cendre, enfin, on comprend déjà au tout début. Au tout début, il y a une scène, en fait, si vous voulez. C'est pas, je vous spoil pas, hein, ça se passe au début du roman. On a de la cendre qui tombe du ciel, en fait. Au lieu de pleuvoir de l'eau, il pleut de la cendre, plus ou moins, à cause de la pollution des usines et tout ça. Donc, déjà, je trouve que c'est effectivement une super ambiance. Enfin, l'ambiance est posée, voilà, c'est chouette, mais... c'est pas exploité au-delà de ça, en fait. Et quand on apprend au final d'où vient cette cendre à la toute fin de l'histoire, donc je vais pas vous dire de quoi il s'agit, c'est dommage, en fait, parce que effectivement, quand on découvre ça, on se dit « Ah ouais, quand même !» Et ça aurait pu être tellement plus dramatique, en fait. Je trouve que l'effet dramatique de la fin de ce roman a été complètement gâché par l'exploitation un peu bâclée qu'a fait l'autrice de son univers. J'ai trouvé que c'était... Alors, je crois que c'est un premier roman. Donc, on va dire que voilà, c'est un premier roman, bien sûr, c'est pas non plus évident. Mais j'ai eu l'impression que ça manquait de correction, en fait. J'ai l'impression que personne l'a forcément relu. J'ai trouvé des fautes de grammaire, j'ai trouvé des fautes d'orthographe dans ce roman, mais au-delà de ça, j'ai eu l'impression que c'était vraiment très brouillon, en fait, que l'autrice avait
avait mis plein d'idées qui sont très bonnes, hein. Franchement, les idées, je vous ai dit, sont excellentes. J'ai trouvé que l'histoire avait vraiment beaucoup de potentiel, mais j'ai trouvé que c'était gâché parce que ça partait un peu dans tous les sens, parce qu'il y a des éléments qui sont abordés et qui finalement ne sont pas utilisés, notamment cette histoire de crime perpétré par Jack l'Éventreur, vraisemblablement, hein. C'est à mon avis la bonne époque. On est à Londres, on a des prostituées qui sont massacrées. Pour moi, c'est logique, même si c'est pas dit explicitement, pour moi, c'est logique. Ça fait partie de l'histoire, mais on l'utilise pas. C'est juste pour dire, on est dans cette période, voilà. Je trouve ça dommage. Soit on l'exploite à fond, soit on n'en fait pas un truc aussi, comment dire, aussi choquant dans l'histoire. Voilà, j'ai trouvé ça dommage. Les personnages, j'ai trouvé qu'ils étaient... Bah voilà, en fait c'était ça, tout est sous-exploité. L'histoire est sous-exploitée, les personnages sont sous-exploités. Il y en a un en particulier, le policier Aberline, je crois qu'il s'appelle, le commissaire ou le flic, enfin il est flic, je me souviens plus de son grade. C'est un super personnage, mais pareil, pas suffisamment exploité. Je trouve qu'il avait énormément de potentiel pour faire d'autres choses. Cette histoire de disparition, tout est mélangé en fait, tout est mélangé, on comprend pas où l'autrice veut en venir, et quand enfin on découvre ce qui se passe réellement, pourquoi ces filles disparaissent, qu'est-ce qu'elles deviennent, ben en fait, effectivement, c'est abominable, on comprend enfin et on se dit mais what? Mais je vous dis, le côté dramatique est gâché par le fait que ben à aucun moment on a eu des indices, même minuscules, qui auraient pu laisser penser qu'on se dirigeait vers quelque chose comme ça, sans nous dévoiler vraiment l'intrigue, hein. Et on passe d'un personnage principal quasiment tout le long du roman, on a un personnage principal féminin, et pendant les derniers chapitres, le personnage principal change complètement. On n'a plus du tout de point de vue de cette personne, et on se retrouve avec un autre personnage qui apparaît comme étant le personnage principal, et ça m'a beaucoup déstabilisée aussi. Voilà, j'ai pas... À la limite, j'aurais préféré que l'autrice nous raconte l'histoire donc du point de vue de son personnage féminin, ok, pas de souci, mais qu'elle s'arrête, comme elle l'a fait, et qu'au lieu de reprendre un personnage principal autre, elle fasse un point de vue omniscient, avec, bah voilà, ou alors en coupure de presse, par exemple, on a découvert ceci, voilà ce qui s'est passé à la fin. Je sais pas si c'est très clair ce que j'essaie de vous dire, mais voilà, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très très dommage. La fin m'a vraiment déçue, comme je vous l'ai dit, parce que même si l'idée était excellente, c'était pas bien expliqué, pas bien raconté, pas bien amené. Il n'y a pas eu de suspense, à aucun moment j'ai eu du suspense. Pas que je m'attendais particulièrement à voir les choses arriver, puisque je m'attendais à rien en fait. Il n'y a aucun moment je me suis dit, ah tiens, ça pourrait être ça. J'étais pas intéressée en fait par l'histoire, et je trouve ça dommage parce qu'il y avait vraiment moyen, quoi. Il y avait du potentiel, mais j'ai trouvé que c'était pas, voilà, pas suffisamment bien exploité, comme je l'ai dit et redit et re-redit. Je crois que ce mot est revenu beaucoup dans cette critique, je suis désolée, mais voilà. C'est dommage parce que c'était un livre que j'attendais beaucoup. Vous savez que le steampunk, c'est un style, une ambiance qui me parle énormément, et voilà, j'ai été déçue, et je suis déçue d'avoir été déçue. Et pour le dernier critère qui était retour en arrière, je devais lire un finaliste des éditions précédentes, et du coup j'ai lu Ariel Holz, L'âme vive, le premier tome Obédience, donc de Ariel Holz aux éditions Nemos dans la collection Naos. Voilà, donc il est dédicacé puisque je l'avais acheté à Colmar fin novembre en fait, donc quasiment sitôt acheté, sitôt lu. Je suis très très fière de moi. Alors j'ai beaucoup aimé la séparation des parties. C'est un livre en 3 parties et les parties sont illustrées. Voilà. Et la deuxième partie, donc toujours les chaînes et voilà. J'ai trouvé ça vraiment très joli. C'est Melchior Ascaride, il me semble, voilà, qui a fait la couverture. Est-ce que c'est lui qui a fait aussi les illustrations à l'intérieur? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est lui qui a fait la couverture, comme souvent chez Mnemos. Voilà, donc, L'âme vive, de quoi ça s'agit? C'est de la fantaisie orientale. Alors, on me l'a vendu comme étant de la fantaisie orientale, hein, c'est marqué derrière, hein, dystopie aux accents de fantaisie orientale.
le côté oriental m'est passé mais complètement au-dessus de la tête en fait. J'ai complètement occulté que ça se passait dans un univers oriental. À certains moments, il y a des petites piques de rappel et je me suis dit, ah oui, c'est vrai que ça se passe ici. On parle de Médina, on parle au niveau des termes architecturaux, au niveau des termes employés pour décrire les vêtements, le peuple, la nourriture. C'est pas omniprésent dans l'histoire, mais on a ces petites pointes de rappel qui nous font nous dire, ah oui, effectivement, ça pourrait se passer au Maghreb, par exemple, enfin, en tout cas dans ce type de pays. C'était vraiment chouette, j'ai beaucoup aimé L'âme vive et je crois, je suis pas encore sûre, hein, mais je crois que j'ai préféré L'âme vive au premier tome des Sœurs Carmine. Vous le savez si vous suivez la chaîne depuis quelque temps, j'ai lu le premier tome des Sœurs Carmine en me disant c'est un univers burtonesque, ça va énormément me plaire, tout le monde a eu un coup de cœur phénoménal, je vais l'adorer. Je l'ai beaucoup aimé, mais j'ai pas eu de coup de cœur et j'ai été déçue de ne pas avoir eu de coup de cœur puisque je m'y attendais vraiment. J'ai pas eu de coup de cœur non plus pour L'âme vive, mais j'ai adoré l'ambiance. On va rencontrer un personnage qui s'appelle Griffe et qui est une lame. Il a été transformé dans son ADN à un moment de sa vie et il possède en lui ce qu'on appelle le vif argent qui lui permet, un peu comme Wolverine, de faire pousser des griffes. Vous voyez ce que je veux dire? Alors lui s'appelle Griffe, il a des griffes, mais on a aussi Sabre qui, elle, se fait pousser des sabres au bout des mains. Enfin, vous voyez sur la couverture, c'est assez clair, je trouve, la façon dont c'est représenté. Donc lui, c'est Griffe, avec ses griffes, hein. Elle, ça doit être Sabre, voilà. Et donc ils ont cette capacité, et c'est un peu les soldats d'obédience. Donc obédience, c'est la République, voilà, c'est une république. C'est la République dans laquelle ils vivent, ça s'appelle Obédience. Il y a quelques années, c'était les Empathes qui avaient le pouvoir, et il y a eu une révolution, et maintenant c'est les Manites, je crois que c'est ça, qui sont au pouvoir. En gros, les empathes ont la capacité de, en vous touchant, savoir ce que vous pensez, ce que vous avez fait, voir vos souvenirs, voir ce que vous ressentez, etc. Les lames, c'est le bras armé, et les manites ont la possibilité de manipuler, je ne sais plus si c'est les manites, en tout cas, c'est quelque chose comme ça. Le terme, hein, je parle du terme, plus précisément. Ils ont la capacité de manipuler une sorte d'énergie qui leur permet d'avoir des pouvoirs un peu phénoménaux. Si vous voulez, à un moment, c'est clairement dit dans le récit, le manite brise la lame tue l'empate, et l'empate brise le manite. Voilà. En gros, c'est dans cet ordre par rapport au cercle dans la chaîne alimentaire. Voilà. Et donc on va suivre différents personnages qui font chacun partie d'un groupe différent et qui vont se retrouver confrontés plus ou moins les uns aux autres à un moment dans l'histoire. Les empathes parce qu'ils cherchent à survivre, tout simplement, puisqu'ils ont été décimés et qui sont devenus les esclaves, un petit peu, hein, de cette république d'obédience. À côté de ça, on a aussi des sans-pouvoirs qui, eux, sont vraiment les esclaves, quoi. Les empathes se cachent, évidemment, puisque comme c'est les anciens maîtres, ils doivent absolument disparaître. Les manites ont le pouvoir, en gros, et les lames sont le bras armé, comme je vous l'ai dit. Les lames, ils n'ont pas vraiment leur mot à dire, en fait. On leur dit de faire ci, faire ça, et ils font, et c'est tout. Ils ont une conscience, mais ils n'ont pas vraiment de sentiments, quoi. Ils obéissent aux ordres, et voilà. Je ne sais pas trop quoi vous dire exactement pour vous décrire l'histoire. On va rencontrer donc un personnage qui est une empathe, qui a perdu sa sœur jumelle il y a des années, et qui veut partir à sa recherche, qui veut absolument la sauver, et qui pense que en se rendant à Obédience, elle va la retrouver. Elle va s'allier à Griffe, qui est donc une lame qui a été rejetée par la République, puisqu'il est mort, on va dire, il est considéré comme mort. Et en fait, l'empathe, je crois que c'est Mina, je vais pas m'étendre sur les noms parce que sinon je risque de me tromper. Elle va le lier à elle, en fait. Comme elle est empathe, elle a le pouvoir de le lier à elle, et du coup lui, il va lui être complètement dévoué, un vrai petit chien, en fait, un vrai petit chien de compagnie, avec les griffes en vif argent en plus.
Voilà, donc il lui est complètement dévoué et il va essayer de l'aider tout simplement dans sa quête. Et à côté de ça, on a dans la République d'Obédience quelqu'un, un traître, parmi les Manites, qui aide la population de sans pouvoir, qui sont ils sont pucés, ils ont un GPS qui contrôle à chaque moment, on sait où ils sont en fait, qui leur enlève ce GPS de façon à ce qu'ils puissent fuir tout simplement. Et donc on a aussi un petit côté enquête, donc il aurait pu aussi rentrer dans... C'était quoi? Dans Petit meurtre en famille, mais bon, Sandre rentrait et de toute façon j'étais obligée de dire Sandre pour le côté steampunk. Donc, bref. Voilà, donc on a plein de choses, plein de choses qui vont se dérouler dans ce premier tome. C'est un tome malgré tout introductif parce qu'on a vraiment la découverte de l'univers qui est très riche, des pouvoirs qui sont très riches. La première partie, c'est vraiment une grosse découverte. On alterne les points de vue. Par exemple, donc, le chapitre 4, c'est Griffe. Le chapitre 5, c'est Nazim, qui est un autre personnage. Le chapitre 6, c'est Sabre, qui est un autre personnage. Voilà, donc chaque chapitre, un nouveau personnage. Et on alterne les points de vue. Et du coup, on découvre un petit peu ce qui se passe à différents endroits de la République et du monde dans lequel ils vivent, via le point de vue de soit de l'âme, soit d'Empathe, soit d'amis de personnages principaux, soit de Manite ou autre. C'était vraiment chouette. Franchement, j'ai passé un super moment. Voilà, il y a un moment dans l'histoire, vers la fin, je pense, ça doit être la 3e partie, où il se passe quelque chose d'énorme. Il y a un truc énorme, je vais pas vous dire quoi, je vous laisserai le découvrir. Et on termine ce premier tome, donc ce sera une duologie, donc le second tome sera le dernier. On termine cette histoire avec plein de questions pour la suite. Pourquoi il s'est passé ça? Comment on en est arrivé là? Comment ça va se passer par la suite? Comment ça va se terminer? Est-ce que chaque personnage va réussir à obtenir au final ce qu'il veut? C'était génial, j'ai passé un super moment. L'écriture d'Ariel Holz est toujours géniale. Je ne sais pas du tout quand va sortir le tome 2, mais j'ai très hâte de le découvrir et je vous en redirai des nouvelles à ce moment-là. En tout cas, voilà, pareil, celui-ci, L'âme vive, je vous le conseille vraiment. Je sais qu'il n'a pas des avis tranchés. Les avis sont mitigés. Moi j'ai adoré et j'ai très hâte de découvrir la suite et je vous conseille vraiment de le découvrir. Alors ne vous attendez pas à quelque chose dans le même style que les Sœurs Carmine, hein, parce que ça n'a rien à voir, hein, mais alors vraiment rien à voir. Et j'ai adoré. Voilà. Donc je sais pas quoi vous dire de plus. Les personnages sont géniaux, ils sont bien approfondis et comme on a le point de vue de chacun d'entre eux à plusieurs reprises, on a vraiment le temps d'apprendre à les connaître, de comprendre la façon dont ils fonctionnent. L'ambiance est géniale, on sent qu'il y a pas mal de tensions entre les différents clans, on va dire, entre les différents personnages. La fin m'a ravie parce que je sais qu'il y a un tome 2, et du coup je sais que dans le tome 2, comme ce sera le dernier, je devrais normalement avoir toutes les réponses à mes questions. C'est la fin du tome 2 qui va peut-être pas me satisfaire, mais on n'en est pas encore là. Voilà, l'histoire est chouette, le style de l'auteur est génial, voilà. Là par contre le style vous le reconnaissez quoi, on sent que c'est Ariel Holz quoi, il y a de l'humour noir, c'est sarcastique, c'est drôle au moment tragique, voilà, c'était vraiment chouette. Et c'est un auteur qu'il faut suivre de près parce que c'est quelqu'un de très gentil en plus, voilà. Et du coup j'ai très hâte de le retrouver. Je pense que ce sera soit à Livre Paris s'il y est, soit aux Imaginales peut-être. Voilà, et puis pour lui dire que j'ai adoré son bouquin quoi, et lui en prendre un autre probablement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. Je vous rappelle que vous avez le lien vers mon compte Utip dans la barre d'infos qui vous permettra de gaspiller quelques petites minutes de votre temps en regardant des vidéos et qui me permettra à moi d'engranger quelques petits centimes pour acheter du matériel afin de vous proposer des vidéos de bien meilleure qualité. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!